plus grand nombre d'universités en France dans un premier temps, c'est quelque chose de relativement innovant. D'accord. Et est-ce que vous pensez que, au vu des règlements de d'autres pays étrangers, votre projet pourrait quand même traverser le globe? Ouais. Le réglementaire, c'est un énorme enjeu qui est particulièrement complexe en Europe par rapport à d'autres continents. Et l'avantage, c'est qu'on commence par le plus dur. Et que l'Europe, c'est un ensemble de pays qui ont adopté la même réglementation. Donc, hormis les différences de réglementation du secteur public du pays A, pays B, pays C, on a la réglementation globale du produit chimique qui est la même dans toute l'Europe. Donc, en fait, l'exportation de nomades vers d'autres pays, c'est une question de temps, c'est une question de moyens humains et de ressources, mais c'est largement faisable. L'enjeu, c'est de s'adapter, d'adapter le modèle à chaque pays de manière incrémentale. D'accord. Et également, est-ce que vous pensez que le recyclage est quand même le mode de vie qu'il faudra adopter demain? Ouais, bah, je pense quand même que, enfin, en tout cas C'est un... vis-à-vis de la chimie, Ouais. oui, c'est un peu Oui. comme si, je sais pas, quand on prépare à manger, les ingrédients qu'on n'utilise plus, on les jette, quoi. Ouais. La réalité de la chimie, c'est ça, c'est on fait quelque chose et en fait, on n'est même pas sûr de manger notre gâteau, quoi. On va le jeter parce qu'il nous intéresse pas forcément finalement. Et l'idée, c'est vraiment de limiter ce gaspillage parce que Mm. on nous dit depuis qu'on est tout petit, ouais, faut pas gaspiller, faut finir son assiette. Bah oui. En chimie, on finit pas notre assiette, hein. Mais c'est sûr que, bah, au vu de l'état actuel de la nature aujourd'hui, viendra un moment où le recyclage sera plus une alternative, mais vraiment une obligation. Donc, Et C'est c'est pas déjà vraiment du rentré dans les mœurs recyclage. légales. Et ce qu'on fait n'est pas vraiment du recyclage, en fait, c'est vraiment du réemploi. C'est juste pas jeter quelque chose qui est encore utilisable. on peut dire quand même c'est un peu du recyclage. Ouais, bah recyclage, ouais, je le vois pas. Je sais pas, le sens strict de recyclage, c'est pas Ouais, prendre un produit qui est jeté c'est pour un en refaire déchet quelque que tu chose. transformes. Nous, Là, c'est c'est plus un déchet. ouais, Enfin, nous, ça ne c'est l'est pas pas des encore. déchets. Tu l'empêches d'être un déchet. Ouais. D'ailleurs, juridiquement parlant, là, vous en êtes où dans votre entreprise? Est-ce que vous pensez créer une entreprise, une micro-entreprise, une société? C'est une société qui est déjà matriculée depuis novembre. Et c'est une société par action simplifiée. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est? C'est une société privée qui une société dans le but de faire du profit. C'est une société capitaliste. Les sociétés par action simplifiée, c'est différent d'une société anonyme parce que le capital n'est pas ouvert au grand public, par exemple. Enfin, il n'y a pas de possibilité à ce niveau-là. Le capital de départ, c'est-à-dire l'argent que l'on met pour initier la société, il est à partir d'1 euro, donc en fait, il n'y a globalement pas de contrainte là-dessus. Et la gouvernance de la société est régie par les actionnaires. Au prorata, évidemment, de l'argent qu'ils ont mis au début dans la société. C'est que les fondateurs et éventuellement les investisseurs qui peuvent venir ultérieurement apporter de l'argent pour augmenter la croissance de l'entreprise en échange de parts et donc de pouvoir de décision dans la société. D'accord. Et comment vous avez été amené à choisir ce type de société? Le choix est très simple, c'est qu'on avait deux choix. SARL, SAS. La différence entre les deux, c'est qu'en termes d'ouverture de capital aux investisseurs, c'est plus facile en SAS. Et vu qu'on veut, on veut exploiter cette solution d'investissement-là, on a direct pensé à la SAS, sans même trop réfléchir aux possibilités de la SARL à ce niveau-là, mais vu que c'est plus simple investissement en SAS, on est parti. Est-ce que vous avez dû faire appel à... Est-ce que vous devez faire appel à des experts comptables également pour vous... Oui, Ouais. oui, on est accompagné par un cabinet d'experts comptables. Ah oui, d'accord. Et donc, c'était ce cabinet d'experts comptables, c'est un peu lui qui gère vos finances, qui gère aussi la société, juridiquement aussi. La société, c'est nous qui la gérons. Eux, ils gèrent toute la comptabilité en fait. Mm. Mais vous devez quand même régulièrement vous-même vérifier votre comptabilité. Ah oui, on la vérifie aussi en parallèle, mais c'est eux qui font tout le boulot tout le boulot des comptables, quoi. Puisqu'on n'est pas comptable, on n'a pas le temps non plus. Est-ce que vous avez eu besoin d'un apport? Je ne sais pas si on a parlé de l'apport. Euh, On a fait un ouais. apport en capital, oui, pour démarrer la société. On a mis de l'argent dessus et après on alimente les factures que l'on a besoin de payer via directement notre argent perso. Donc l'apport, en fait, ce sont des économies que vous avez fait au début. C'est nos économies.
Puis l'avantage aussi d'être thésard, c'est qu'on est payé. Et donc on a un salaire. Bah, en fait, c'est des gestions de budget. Je pense qu'il doit y avoir des appels à projets, des trucs qui fait que. Mais de toute façon, toi, t'es bourse et moi, je suis appel à projet, en fait. Ouais. Voilà. Donc, Ouais, il y du a des coup, bourses qui financent nos salaires et notre recherche du coup. Mm. Il y a différents types de bourses en thèse. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est avec ces différents types de financement que vous avez réussi à gérer un peu, que vous avez dû gérer. notre argent personnel en fait. Voilà. Mais vous avez dû quand même faire un projet Oui, financier. prévisionnel, Voilà. Voilà, exactement. Et donc, vous avez dû faire un apport pour faire votre société. Et maintenant, comment ça se passe fiscalement avec votre régime fiscal? Est-ce que vous avez fait un impôt sur les revenus, un impôt sur la société? c'est l'IS. Donc, vous avez plutôt opté sur l'IS. Donc, pour vous, l'IS était plus avantageux pour votre régime fiscal. Oui, parce qu'on compte pas se verser de salaire la première année. Ouais. Et est-ce que vous avez dû quand même avoir recours à des crédits ou bien votre fonds personnel était déjà assez correct? Pour l'instant, on n'a pas fait de crédit, mais du coup, on l'envisage prochainement, pouvoir avancer un peu plus vite vis-à-vis du développement de certaines fonctionnalités de la plateforme. Est-ce que les ressources ou est-ce que vous avez eu quelles ressources ou opportunités William vous a-t-il apté pour développer votre société? Le gros plus qu'on a pu avoir, c'était la participation au concours YouBooster. Le premier, et c'est celui qui a la plus grosse valeur ajoutée, c'est le fait d'avoir perdu YouBooster la première fois. Parce qu'en fait, on a participé, on a présenté notre projet, et on a perdu. Et la principale raison, c'était qu'en fait, nos besoins en financement étaient particulièrement élevés. Très, très, très élevés par rapport à ce que nous, on était capable de faire. Et ça nous a remis en question, on a pu remoduler le financement du projet, la manière dont on allait travailler l'entreprise, ce qui nous a permis en fait d'avoir un projet plus solide et donc de pouvoir participer au YouBooster la seconde fois. Et la seconde fois, on a obtenu la deuxième place avec le prix Impact Sociétal. Et ce financement-là, ça nous a permis de financer premièrement l'accompagnement et la création de l'entreprise et d'avoir un plus de trésorerie qui nous permettent d'être un petit peu plus à l'aise au cours de l'année. Mais du coup, quelles leçons vous en tirez de cette aventure-là avec Booster? Challenge, remise en question constante, humilité, plus, très important. et puis surtout la valeur ajoutée de l'apport en réseau, de cerveaux à côté qui en fait sont complètement extérieurs, donc qui t'apportent un regard nouveau et une façon de réfléchir qui en fait te fait sortir un petit peu du guidon. Est-ce que vous voyez faire d'autres concours? On a fait d'autres concours. Ouais. Alors, c'est des concours. Celui qu'on a fait, c'était Game of Brains. Game of- Game of Brains, c'est un concours sous forme d'hackathon. Un hackathon où les étudiants participent à un projet de développement pour l'entreprise ou la start-up. Et ça, on a perdu. Il y avait d'autres concurrents qui étaient très compétents, très forts aussi. Donc, on n'a pas pu gagner celui-là. Mais on envisage aussi de la participation à d'autres concours et c'est en cours d'étude de dossier. Quoi comme concours? Alors, Révélation Entreprendre. Celui-là, c'est un concours qui est préparé à la station F par des étudiants. C'est le plus gros concours organisé par les étudiants pour les entrepreneurs. Et il y a aussi un concours qui est organisé par Forum Labo, que les principaux et tous les acteurs de l'écosystème du laboratoire connaissent. Et en fait, ils organisent un concours pour les startups en démarrage qui leur permettent d'avoir une visibilité accrue pendant ce forum-là. Là, concrètement, vous êtes qu'à vos débuts de votre société. Et est-ce que vous avez commencé à avoir vos premiers clients? Ça s'est passé comment, le fait enfin, surtout, ça doit avoir une certaine satisfaction d'avoir ses premiers clients aussi. Et ça, comment ça se passait? Surtout, la mise en place de vos sites. Est-ce que vous avez dû faire appel à un développeur web, c'est ça? Pour le site. On est les développeurs web du coup. Voilà, on se débrouille. Eh ben, vous avez fait vachement des économies, parce que 100 c'est 000 euros très cher. d'économie, voilà. C'est très, très cher. Mais à part ça, comment ça s'est passé? Enfin, comment ça se passe la communication vers les clients, surtout au niveau marketing, communication et tout ça. C'est du mailing. Après, on a l'avantage d'être étudiant du coup universitaire.
Donc on a pas mal de contacts au sein de l'université de Bordeaux, de Pau du coup aussi pour Quentin. Et vu que les universités communiquent aussi toutes entre elles, il y a ce gros lien en fait entre universités en France. Du coup, on va aussi voir les gens directement pour leur parler du projet, un peu comme si on faisait du porte-à-porte, quoi, pour présenter le projet et donner envie aux gens d'utiliser ces solutions. Est-ce que vous pensez que vous voyez enfin du fruit de votre travail? C'est très proche. Ouais, C'est le très début. proche. C'est très proche, on y arrive. On a une personne qui est intéressée, donc on discute en mars pour voir les modalités du fonctionnement, etc. On a d'autres discussions, dans une à l'international, avec un acteur qui serait également intéressé. Non, oui, ça commence à s'ouvrir. On a de l'intérêt qui est marqué. Après, c'est toujours pareil. Il faut qu'on augmente notre communication. Il faut qu'on dope l'attraction commerciale de façon à ce qu'il y ait un maximum de premiers utilisateurs pour favoriser les premiers retours. Et c'est l'effet boule de neige. Donc après, ça s'enclenche et ça continue. Qu'est-ce que a été le plus difficile dans l'entrepreneuriat quand vous vous êtes lancé? Oui, je pense que le plus dur, c'est le fait que Louis ait de plus en plus de cheveux blancs et moi j'en ai de moins en moins de cheveux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'il fallut un temps d'adaptation peut-être pour la mise en organisation du projet, du calendrier, du fait qu'on joint un test plus d'entreprises. Ouais. Le fait qu'il faut pouvoir être résilient parce que c'est pas facile de taper 70 heures de travail par semaine, c'est pas simple. Et donc voilà, c'est un temps d'adaptation, il faut savoir bien gérer son emploi du temps, s'adapter et adapter aussi sa vie perso à côté. Ouais, c'est surtout ça qui est important parce que il faut avoir le juste équilibre en fait. Et est-ce que travailler à deux en tant qu'associé, deux associés, ça, y a pas des tirages de C'est- cheveux par moment? Alors, certains pensent que ça peut être dommage, c'est un énorme plus. C'est motivant, ouais. C'est un énorme plus. Déjà, on divise la charge de travail par deux, déjà pour commencer. C'est tu fais ça, je fais ça. On est complémentaires, chacun ses compétences, c'est super. Et puis c'est aussi la motivation parce que, et c'est même pas forcément pour les entrepreneurs, mais pour tout le monde. Quand on travaille, on a nos élans de je suis un peu démotivé parce que ça s'est pas passé comme prévu. Ou qu'il m'a pas dit ça, il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. L'autre à côté, il peut reprendre, dire non, mais tu sais, c'est pas grave, il peut y avoir ça, 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 ça. Après, bon, on continue, on avance, on peut s'automotiver l'un et l'autre, ce qui fait qu'en fait, on continue d'avancer malgré ces petites chutes de motivation et de rester en fait dans une équipe qui est, dans la globalité, complètement résiliente. Quentin, il a un truc aussi, c'est que chaque semaine, il m'appelle avec une bonne nouvelle. Ça, c'est mon maître mot, ça. Ben, c'est déjà ça, hein. Et également, est-ce que vous voyez votre entreprise grandir, c'est-à-dire avoir des employés, d'autres co-associés, d'autres, oui, vous voyez à l'international, mais est-ce que vous voyez, Oui, avec des employés, oui. Alors ça, c'était la grande question, justement, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. En tout cas, ce qui moi me fait peur avec un employé, c'est que c'est vraiment une responsabilité en fait vis-à-vis de la personne. Euh, il faut assumer d'avoir un employé, on peut pas le prendre et le jeter parce qu'on n'a plus l'argent pour le payer. Il faut être sûr de soi. Mais oui, évidemment, on peut pas avancer dans un projet juste nous deux, parce que là, on encaisse quand même pas mal enfin, on porte pas mal de casquettes, développeurs, C'est ça. entrepreneurs, thésards. Puis il n'y a que 24 heures dans une journée, en fait. Ouais. Voilà. Il y a pas mal de choses qu'on fait et on a besoin d'autres personnes aussi pour nous aider à avancer parce qu'en en fait, on peut juste pas avancer efficacement qu'à deux. plus sincèrement, euh, qu'est-ce que, quel conseil vous donnerez à un étudiant qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais De pas hésiter à se lancer. Enfin, il faut défendre son projet. Après, oui, ça fait peur ce que tu disais tout à l'heure, là, le fait de se dire on va me piquer l'idée. C'est quelque chose qu'on avait vraiment ça pour le coup au début. Mais si on parle pas de l'idée, en fait, jamais elle verra le jour, quoi. Ça va pas arriver d'un coup, faut en parler à des gens et les gens vont en parler aussi autour d'eux. C'est ça qui va faire que ça va susciter un intérêt Ouais. vis-à-vis d'autres personnes et à un moment de la bonne personne qui va permettre de déclencher le truc. Faut pas hésiter, faut foncer, faut croire en son projet surtout. Faut pas vouloir faire ce projet-là parce que quelqu'un nous a dit ah, ça peut être une bonne idée de faire ça. Et justement, s'approprier l'idée de quelqu'un d'autre ou quelque chose en lequel on ne croit pas forcément au début. Mais si on y croit, oui, il faut,